psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Patrice Van Hersel pour la deuxième fois. Nous allons parler à nouveau de la source noire. Donc, Patrice, bonjour. Bonjour Evelyne. Alors, Patrice, tu es journaliste, écrivain, tu as été directeur de collection chez Albin Michel, tu es maintenant aux éditions Très Daniel, et nous allons donc parler de ce livre culte, La Source Noire, paru en 1986 aux éditions Grasset, sur lequel tu es d'ailleurs revenu déjà dans ce petit ouvrage, C'est pas la mort, paru l'année passée en 2023. Alors, nous avons parlé de cette figure incroyable qui est Elisabeth Kübler-Ross dans le premier épisode. Aujourd'hui, j'aimerais que tu continues à nous parler de tes découvertes, celles que tu as faites aux États-Unis pendant ton voyage, et peut-être parler de quelqu'un qui est aussi une figure importante, Stanislas Grof. Stanislas Grof, absolument, qui vit maintenant en Allemagne, d'après ce que j'ai cru comprendre, et que je n'ai pas revu depuis un moment, et qui m'a beaucoup apporté. Qui m'a beaucoup apporté parce que euh, lorsque j'écrivais La Source Noire, j'étais plongé dans cette écriture qui a duré environ 2 ans. Et de temps en temps, enfin, tu le sais, quand on écrit un livre, on, on est là, on suit un cours, et puis à un moment donné, tout d'un coup, tac, il y a un obstacle, il y a un mur. Et je dois dire que le mur psy était assez épais et assez dur pour que je m'y cogne le front. Et je me disais, comment je vais passer, que vont dire les psys de tout ce que je raconte, ou de tout ce que nous racontons à propos de la fin de vie. Et là, il s'est passé, et ça a eu lieu plusieurs fois, il y a une sorte de synchronicité, une coïncidence heureuse qui fait que, au moment où je me posais toutes ces questions, m'arrive une demande, alors je ne sais plus de qui exactement, mais on m'a demandé si je voulais bien présenter Stanislas Grof à la Sorbonne, à Paris, et j'avais entendu parler de lui, mais je ne connaissais pas bien, et, et donc ça a été pour moi une libération parce qu'alors ce que Stanislas euh, nous apprend et m'a appris à ce moment-là, eh ben, ça venait complètement résoudre ou dissoudre ou faire disparaître le mur que j'avais devant moi en voulant écrire. Voilà. Alors, donc Groff, c'est un psychiatre euh, qui est un psychiatre tchèque qui, alors qu'il est encore jeune, va suivre un programme que dans ce pays communiste à l'époque, c'est dans l'ère soviétique, un programme qu'on leur demande de développer à l'hôpital psychiatrique en utilisant du LSD. On utilise du LSD pour voir ce que ça fait, pour voir ce que ça fait aux patients de l'hôpital psychiatrique. Mais avant de leur donner ce produit, ce fameux acide lysergique inventé par hasard par Albert Hoffman dans les laboratoires Sandoz pendant la guerre. Euh, Avant de l'administrer à leurs patients, les psychiatres, en tous les cas, Stanislas Grof fait partie de ceux des psychiatres qui disent qu'avant de le donner à nos patients, on va le prendre nous-mêmes. Ce qui est l'attitude juste, on pourrait dire, depuis Hippocrate sans doute. Et en prenant du LSD, et ben voilà, le psychiatre, le jeune psychiatre Stanislas Grof va traverser toutes sortes d'expériences complètement extraordinaires qui vont lui des expériences quelquefois très sympathiques, mais quelquefois horribles, comme on a pu connaître. Parce que bon, moi, je fais partie de la génération qui a expérimenté tout ça assez abondamment dans les années 70.
euh, qui font penser à Stanislas Grof tout de suite, et ses confrères sont bien d'accord, qu'en gros, le LSD permet de visiter la folie de l'intérieur. Des épisodes complètement paranoïaques, des épisodes psychotiques, des épisodes de schizophrénie, et des épisodes d'extase, des épisodes de fusion avec le tout. C'est de l'enfer au paradis, à peu près tout ce qu'on peut connaître comme état de conscience. Et Groff, euh, qui est un homme intelligent et observateur, va se rendre compte ensuite, quand il va administrer le LSD à ses patients qui souffrent de différents troubles psychiques, il va s'apercevoir que, en gros, on peut cartographier les états de conscience à partir d'une grille que lui va appeler la grille des matrices périnatales fondamentales. C'est-à-dire, pour aller vite, on connaissait depuis Freud et surtout depuis, je crois, Otto Rank, qui était un des élèves ensuite dissidents de Freud, que nous sommes tous autant que nous sommes, nous avons été très marqués par le moment de notre naissance. Donc ce que Otto Rank avait appelé le traumatisme de la naissance. Mais Groff va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ce traumatisme, ce n'est pas du tout un bloc, il est différent selon les personnes. Et euh, il va peu à peu aboutir, alors je ne sais plus exactement, je pense qu'ils ont commencé en 65, enfin en tous les cas pendant plusieurs années d'observation sur ces patients, il va bâtir une grille qui, en gros, dit ceci: il y a 4 moments fondamentaux dans la naissance. Il y a l'état dans lequel se trouve le fœtus avant que commencent les contractions. Et c'est un état qui est assez nirvanesque, paradisiaque. C'est un état, et certaines personnes ont la chance d'avoir été marquées d'abord et avant tout par ce souvenir-là. Leur psyché garde le souvenir de la matrice périnatale numéro 1. C'est-à-dire qu'ils vont facilement pouvoir revenir à un état donc de très grande sérénité, même de très grand bonheur, voilà, la matrice. Ensuite, il y a ceux qui ont gardé la marque plus forte du deuxième temps, et qui est un temps euh, qui est celui où les contractions de l'utérus ont commencé, mais où le col de l'utérus n'est pas encore ouvert. C'est-à-dire que les contractions commencent, mais il n'y a pas d'issue. Et pour Groff, les personnes qui sont restées marquées par ce moment-là, plus que par les autres, vont avoir tendance à trouver le monde absurde. C'est absurde parce que tu es pressé de toutes parts et il n'y a pas d'issue. Donc c'est absurde. Donc, nos grands philosophes de l'absurde ont peut-être été marqués plutôt par ce moment-là de leur naissance. Ensuite, il y a un troisième temps qui est celui où le col s'est ouvert, donc le passage vers la sortie a commencé, mais alors le fœtus, il est comprimé de manière incroyable. Il est comprimé un tunnel euh, qui passe, qui est le vagin de leur mère, euh, qui passe euh, tout près du rectum. C'est un passage qui va développer chez ceux qui sont restés marqués surtout par ce souvenir-là, des tendances
sadomasochiste. Là, je répète le plus fidèlement possible ce que dit Groff. Par des tendances sadomasochistes, parce que quelque part, il y a une issue, il y a une progression, on va quelque part, mais c'est très, 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 très contraignant et ça a quelque chose c'est quand même très lié à la sexualité, parce que c'est quand même dans le vagin de leur mère qu'ils se trouvent à ce moment-là. Et puis enfin, il y a le quatrième temps qui, a, qui, qui est plus libéré, euh, qui a plus marqué certains que d'autres. Et le quatrième temps, c'est la sortie, c'est la libération, et qui est un moment à la fois de libération, mais aussi de brûlure, parce que c'est tout d'un coup le, 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 le fœtus qui devient un bébé, à cet instant-là, ben, se brûle les poumons à l'oxygène. C'est la première fois qu'il respire. Et donc, ça va avoir tendance plutôt à développer un esprit de révolte, de, de, de personnes qui vont avoir tendance à s'insurger dans un certain bonheur, dans un certain bonheur, parce que c'est la libération. Ils sont sortis du tunnel, mais il y a de la brûlure aussi. Donc voilà, ça donne le parfait révolutionnaire. Donc tu as les sereins, les absurdes, les sadomaso et, et, les, et les révolutionnaires. Et donc à partir de cette grille, et cette grille ne va pas fondamentalement changer, parce que, alors ce qui va se passer, c'est que Stanislas Grof, il publie à ce sujet. Il publie, je veux dire, dans des revues professionnelles. Il est repéré aux États-Unis. Il est invité aux États-Unis, où on trouve ça très intéressant. Et, eh ben, quand il est aux États-Unis, c'est 1968. Et en août 1968, les chars russes envahissent la Pologne. La, les chars russes envahissent, pardon, la Tchécoslovaquie. Et Et Stanislas Grof décide de ne pas rentrer à Prague. Il va rester aux États-Unis. Il va demander à être réfugié politique. Et, et alors là, il va se passer un deuxième temps tout à fait qui nous ramène à notre sujet plus directement. C'est que aux États-Unis, à ce moment-là, le, le, le LSD sert aussi. Il n'y a pas que les Soviétiques et les Tchèques qui, utilisent, qui étudient les effets des psychotropes puissants comme le LSD sur l'être humain. Les Américains le font aussi. Il y a plusieurs psychiatres qui l'utilisent pour aider les personnes en fin de vie. Pour aider les personnes en fin de vie. Et Grof va s'y mettre lui-même. Je ne sais pas s'il n'avait pas commencé en Tchécoslovaquie, mais je n'ai pas l'impression, je crois me souvenir que c'est aux États-Unis qu'il se met à cette pratique-là, et, et c'est tout à fait stupéfiant. Et c'est tout à fait stupéfiant parce que, alors, en donnant, alors c'est très contrôlé, hein, il ne faut pas s'amuser parce qu'à la même époque, à la même époque, eh ben, le peuple, enfin le peuple jeune s'est mis à utiliser le LSD, mais comme nous-mêmes, on l'a utilisé en France, mais n'importe comment, c'est-à-dire sans guide, sans mode d'emploi, en courant des risques énormes, parce que tu peux devenir fou, tu peux te suicider, c'est pas rien. Là, c'est évidemment extrêmement contrôlé. Et en donnant du LSD aux personnes très malades qui sont sur le point de mourir, on découvre, et Stanislas Grof découvre que, eh bien, euh, on peut leur faire, ben, comme Kubler-Ross, ce que je racontais la dernière fois, comme Kubler-Ross te fait traverser la souffrance,
Là, on fait traverser, mais littéralement, la mort. C'est-à-dire que les personnes sous LSD, elles ont l'impression de mourir, elles vivent des épreuves euh, terribles, mais encore une fois contrôlées. C'est-à-dire que si ça devient on peut les calmer, on peut leur donner des choses qui atténuent. Mais en gros, elles traversent leur propre mort et elles en sortent rassérénées. C'est-à-dire que, et à l'époque, Stanislas Grof vit ou est marié avec, je ne sais plus, avec une anthropologue qui s'appelle John Halifax et qui est spécialiste du chamanisme, dont on commence à parler à l'époque. Tout ça, c'était il y a une cinquantaine d'années, hein. Euh, euh, et John Halifax lui fait comprendre qu'en réalité, il redécouvre, enfin, ces psychiatres, dont Groff, redécouvrent par les moyens modernes ce que toutes les traditions chamaniques savent depuis longtemps, enfin, toutes les traditions, les grandes traditions en général, savent, c'est-à-dire que l'être humain, pour vraiment éveiller sa conscience et connaître la grande métamorphose, doit vivre sa mort. Il faut vivre sa mort pour connaître euh, une vérité fondamentale, dépasser son ego, connaître le soi, ce que certains appellent le soi, connaître la conscience qui n'est pas sa petite conscience du petit moi, mais la grande conscience cosmique, on dira. Et bien pour ça, il faut avoir traversé sa propre mort. Et le LSD peut y aider, avec des effets qui peuvent être quelquefois tout à fait inattendus, parce que les personnes donc qui sont mourantes, à qui on donne du LSD, se trouvent libérées à un tel point que quelquefois elles connaissent une phase de rémission et que leur maladie, euh, elles ne guérissent peut-être pas, mais elles connaissent une phase de rémission, c'est-à-dire qu'elles ont un moment de grâce qui étonne leur famille et les médecins autour. Et voilà. Et donc Groff va donc connaître ce deuxième temps de ce qu'il appellera plus tard, ou de ce il commence à ce moment-là à appeler psychologie transpersonnelle, qui d'une certaine façon valide de manière très empirique des intuitions qu'avait eues Carl Gustav Jung parce que sous LSD, mais ça, ça, alors pour le coup, ça, je sais il l'avait déjà constaté quand il était à Prague, c'est que sous LSD, des personnes, alors non seulement donnent l'impression d'avoir revécu leur naissance, mais d'aller beaucoup plus loin. Elles ont vécu, euh, elles ont vécu comme l'évolution du vivant. Elles se sont revues animales, elles se sont revues végétales, elles se sont revues lumière cosmique, elles ont vécu toutes sortes d'états qui font penser qu'il existe un inconscient collectif. Alors, dans ce cas-là, on pourrait même dire une conscience collective, mais chez Jung, c'était l'idée d'inconscient collectif marqué par les archétypes, n'est-ce pas? Et ces archétypes, Groff, il les retrouve s'exprimant de manière quelquefois explicite sous LSD. Et alors, avec les personnes en fin de vie, quelque part, c'est la même chose. Alors, euh, le LSD, officiellement aux États-Unis, est interdit dès 1966. Il va continuer à circuler très, 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 très largement très tard, jusqu'à, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui d'ailleurs, mais je veux dire dans le public. Les médecins, eux, auront le droit de l'utiliser aux États-Unis jusqu'en 1976. Et puis en 1976, euh, les autorités américaines décident de l'interdire tout court.
plus personne n'a le droit d'utiliser de LSD. Et Groff, qui est en pleine action, se trouve contraint de trouver un subterfuge et il va trouver, il va mettre au point une méthode qui est pas aussi efficace que l'acide du LSD, mais qui fait tout de même, qui permet d'avancer et qui est la respiration holotropique, c'est-à-dire la, comment on appelle ça, comment tu appellerais ça, l'oxygénation, la suroxygénation. Ça, je ne l'ai vécu qu'une fois avec des petits effets, c'est-à-dire le fait de se suralimenter en oxygène peut te mettre dans des états de conscience qui rappellent ceux du LSD. Et, et à ce moment-là, Groff, mais au moment où il invente où il invente, il redécouvre, parce que il n'est pas le premier à avoir utilisé ça, mais lui, il l'utilise à l'hôpital. Et à ce moment-là, il est considéré comme un peu le pape, on pourrait dire, le pape de la psychologie transpersonnelle, enfin, en tous les cas, l'un des fondateurs. Il n'est pas le seul, ils sont, ils sont plusieurs aux États-Unis. Et quand on me demande de le présenter à la Sorbonne, eh ben, je crois bien que c'est en 1984 ou 85. Ben voilà, là, il est déjà intronisé. Il est le fondateur de la psychologie transpersonnelle, donc qui est une nouvelle école de psychologie que tu dois bien connaître, j'imagine. Et, et voilà, grosso modo, ce que je peux te dire de Stanislas Grof. Il a continué après. Alors, là, j'ai parlé il a eu plusieurs épouses, enfin, ou plusieurs compagnes. Avec John Halifax, ça s'est arrêté assez vite. Ensuite, quand je l'ai connu, il était avec Christina, qu'il a accompagné, je crois, dans ses derniers instants. Et il vit maintenant en Allemagne. Et plusieurs personnes m'ont dit que ça serait pas mal d'aller le voir, parce que maintenant, je ne sais pas quel âge il a, mais il est plutôt jeune. Là il a dépassé, il doit être au moins dans les 85, sinon dans les 90. Et donc, effectivement, ça serait une idée de retourner voir une dernière fois Stanislas Grof en Allemagne. Et comme ça, tu pourras venir nous dire ce qu'il en est aujourd'hui. Il est toujours très actif, mais effectivement, vu son âge, bon, il voyage plus, il a quand même réduit un certain nombre de choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, oui, c'est toujours très, très, très intéressant de pouvoir suivre le parcours. C'est ce que moi, comme journaliste, j'ai surtout été. Enfin, c'est l'école qui m'a servi, vraiment la vraie école de journalisme, ça a été le magazine Actuel, grâce auquel où j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années et grâce auquel j'ai pu aller comme ça un peu partout dans le monde. C'était fabuleux. Et ce qu'on aimait beaucoup, c'était vivre des expériences nous-mêmes, mais en suivant des personnages dont on pouvait euh, décrire le parcours en, en, en mêlant la, l'expérience de vie et les découvertes conceptuelles. C'est-à-dire que voilà, Groff, sa vie suit le destin de son pays communiste, de l'invasion russe, de ce qui se passe aux États-Unis. Et au fur et à mesure que cette vie romanesque, qu'on pourrait en tous les cas transformer en roman sans problème si on était un grand romancier, débouche régulièrement sur l'émergence de concepts. Et ça, comme journaliste, c'est très jouissif, je dois dire. Oui, alors, juste noter quelque chose que je trouve aussi amusant par rapport à la culture, c'est qu'en Tchécoslovaquie, on se méfiait de la psychanalyse et c'est grâce à ça qu'il a pu
s'intéressait autant au LSD. Alors, ce qui était amusant, c'est que la psychanalyse est subversive, alors qu'aujourd'hui, on estime que ce sont les psychédéliques qui sont subversifs. Oui, 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 tout à fait, parce que dans l'Empire soviétique, on considérait que Jung, non, pardon, que Freud, alors d'abord, il y avait un antisémitisme évident, euh, c'était un penseur juif et c'était un penseur petit bourgeois. Enfin, euh, disons que l'ère soviétique n'a pas du tout aidé la psychanalyse freudienne à se développer. Et donc, oui, en effet, euh, c'est dans ce contexte-là que se méfiant, parce qu'on lui a appris que se méfiant de Freud, euh, quelqu'un comme Groff va découvrir des choses qui sont plus convenables de leur côté, à savoir Jung, tout en, tout en s'apercevant tout au long de son trajet que Freud a évidemment des intuitions complètement géniales et que l'inconscience est bel et bien euh, un continent euh, qu'il ne fait pas bon ignorer et que la cure psychanalytique est une invention complètement prodigieuse. Simplement, ce qu'il va être amené à penser, je crois, par rapport à ça, c'est que euh, ben, il n'y a pas de contradiction, il y a plutôt une complémentarité entre. On peut rentrer dans la psychanalyse par Freud, mais Freud, il arrête assez vite Freud, par exemple, ne s'intéresse pas ou très peu à la mort. Bien sûr, il y a Thanatos, il y a ce couple permanent, Eros-Thanatos. Et nous sommes tous pris entre Eros et Thanatos, et on peut le déceler, mais il ne va pas. L'idée que les thérapeutes peuvent aider des personnes en fin de vie ne lui vient pas à l'esprit. C'est pas les soins palliatifs, ce qu'on va appeler plus tard en France les soins palliatifs, c'est pas a priori au départ, c'est pas très freudien pour des raisons alors qui restent à expliciter. Freud, enfin, il y a des tas d'épisodes où on dit mais non mais Freud il ne supportait pas qu'on parle de la mort en fait, notamment de la sienne. Mais là je m'avance en terrain que je ne connais pas. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'une autre figure importante qui est Kenneth Ring? Ah bah moi je lui dois beaucoup à Kenneth Ring. Je lui dois beaucoup. Je dois beaucoup à Kubler-Ross, mais je dois aussi beaucoup à Kenneth Ring. Lui c'est vraiment le. Je l'ai à l'époque je ne sais- à l'époque où j'ai fait sa connaissance, je le voyais un peu comme euh, un personnage de film euh, dans Rencontre du troisième type. Et il y a ce savant euh, qui parcourt le monde parce que dans Rencontre du troisième type, il y a tout d'un coup l'humanité se met à faire des rêves et tout le monde fait le même rêve. C'est un rêve d'extraterrestre. Il rêve euh, qu'il y a une montagne au sommet de laquelle des extraterrestres vont arriver. Et donc, il y a euh, ce savant qui parcourt le monde et qui est très excité, qui note tout. Et Kenneth Ring, il avait ce côté savant, il est psychosociologue. Au départ, c'est plutôt quelqu'un de sceptique, c'est un psychosociologue, c'est un juif né dans une famille pas du tout pratiquante à New York. Et, et c'est d'une certaine façon presque par hasard qu'il entend parler de ce qu'avait de ce que un autre Américain extraordinaire, mais qui fait parler de lui à ce moment-là, qui s'appelle Raymond Moody,
de ce que Raymond Moody appelle une near-death experience. Et en tant que psychosociologue, il se dit tiens, que ça pourrait être intéressant, mais il y va sans conviction particulière. Il y va sans conviction particulière et il va, eh ben, comme quiconque, je défie quiconque de s'intéresser franchement aux expériences de mort imminente et de trouver que c'est pas intéressant et que c'est même pas et que c'est pas passionnant parce que quelle que soit l'explication qu'on donne et même si c'était comme le pense comme le pensait Ronald Siegel à Los Angeles, même si c'était explicable par les entièrement explicable par les neurotransmetteurs, c'est complètement passionnant parce que quand même voilà des gens qui sont presque morts, quelquefois déclarés morts cliniques, et dont la vie est métamorphosée, dont la vie est métamorphosée à long terme. C'est pas une crise comme ça et puis ensuite on oublie. C'est leur vie est transformée. Moi, quand je rencontre Kenneth Ring, alors moi je le rencontre en 81 et à l'époque ça fait déjà 2 ou 3 ans, je crois, oui, 2 ou 3 ans qu'il a créé avec quelques confrères, en particulier un certain John Odette, ils ont créé le International Association for Near-Death Studies, IANDS, Association internationale d'études des états proches de la mort. Et comme il est professeur à l'université de Storrs, dans le Connecticut, c'est là qu'est basée cette association, IANDS, qui a une revue qui s'appelle Anabiosis, et il collecte des cas. Il collecte, à une échelle plus grande que ce qu'a fait Raymond Moody, parce qu'au départ, Raymond Moody, lui, il avait quelques centaines de cas, mais là, avec l'IANDS, il lance un véritable réseau de recherche et, et, euh, et donc, euh, je découvre un professeur euh, très ouvert qui me dit euh, à chacun de donner son interprétation. Il existe des milliers de cas. Euh, il me donne plusieurs adresses. Je vais découvrir en particulier, je vais faire une rencontre qui me frappe beaucoup. Je vais rencontrer un homme à Chicago qui est un policier qui a vécu une near-death experience 20 ans avant. Alors, il est resté policier parce que certains, il y en a beaucoup qui changent de métier, mais lui, il est resté policier, mais alors c'est un policier devenu complètement compatissant. C'est-à-dire que d'abord, en me racontant son histoire, il pleure et puis il me dit, mais ce que j'ai découvert, c'est que ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. C'est-à-dire que c'était une espèce de, comme s'il avait baigné dans une philosophie fondamentale. Et Kenneth Ring, ça, c'est after effects, comme il dit. Les effets à long terme, ça le frappe particulièrement. Mais ce qu'il va être amené à faire, c'est essayer comment dire, d'analyser l'expérience dans ses différentes phases. Parce que Raymond Moody, dans ce qui était au début un tout petit livre paru dans une maison d'édition du sud des États-Unis et qui va devenir un best-seller mondial, à savoir Life After Life, la vie après la vie, Raymond Moody, lui, il distinguait, je ne sais plus, 16 ou 17 stades, des différentes caractéristiques qui se succèdent pendant l'expérience. Alors que Kenneth Ring, il va simplifier. Il va simplifier et moi, je trouvais ça très intéressant. Euh, il va dire, en gros, on peut distinguer 5 phases. Alors c'est marrant parce qu'il y a les 5 phases d'Elisabeth Kubler-Ross et là, il y a mais les 5 phases de Kenneth Ring, ça n'a rien à voir. Il dit, statistiquement,
on peut dire que toutes les personnes qui ont vécu une Near-Death Experience, une EMI, comme on dira en France plus tard, alors tous, il faut mettre un bémol en réalité, sauf ceux qui ont vécu une expérience négative. Mais ça, c'est autre chose, c'est une minorité dont on pourrait parler éventuellement après. Mais en dehors de cela, tous ont vécu au minimum la phase que lui, il appelle phase numéro un, et qui est la phase où la personne dit, j'ai jamais connu une paix, j'ai jamais été aussi calme, aussi serein, aussi bien dans ma peau, curieusement, alors que j'avais l'impression de ne plus être vivant, mais j'ai été bien. Et ça, c'est ce qui les relie tous, une sorte de phase de pacification et de sérénité. Ensuite, un nombre un peu moins grand, mais tout de même très large, euh, ont connu la phase numéro 2 qui est qu'ils ont eu l'impression de sortir de leur corps, qu'ils ont eu l'impression de se décorporer. Euh, avec plus ou moins de détails, en disant, moi j'ai eu l'impression de sortir par mon crâne, ou j'ai eu l'impression de sortir par mon cœur, et ils ont eu l'impression de se voir du dehors, de se voir du dehors, et ça c'est la phase qu'on dit autoscopique. La personne s'est vue du dehors, alors évidemment complètement stupéfaite, souvent plutôt au plafond de la pièce si ça se passe dans une pièce, euh, en, en s'apercevant avec une très grande stupeur que le corps qui est là allongé sous elle, ben, c'est elle. Elles se reconnaissent avec éventuellement des médecins tout autour qui essayent de ranimer cet être qui s'en va ou qui est peut-être même déjà parti. Là aussi, cette phase numéro 2, on peut s'étendre éventuellement pour essayer d'en dire plus. Phase numéro 3, la personne, alors ils sont un peu moins nombreux, ils sont un peu moins nombreux à avoir connu la phase numéro 3 où la personne dit, alors tout d'un coup, je suis parti dans un vide, un tunnel, tout d'un coup, dans un endroit très, très paradoxal parce que à la fois, j'avais l'impression d'aller à toute vitesse et d'être immobile. C'est un peu indescriptible. Ça, c'est la phase numéro 3. Puis la phase numéro 4, elles disent, puis alors, dans ce vide, cette obscurité, ce tunnel, j'ai vu une lumière. Et puis phase numéro 5, alors là, ceux-là sont les moins nombreux. La phase numéro 5, alors la personne dit, et puis je suis entré dans cette lumière, et cette lumière, c'est à la fois de l'amour pur et de l'omniscience, de la connaissance totale. Et, voilà. Alors, ces cinq phases, on les retrouve dans la réalité, et ça, moi j'en ai rencontré évidemment, je peux dire des dizaines, pas des centaines, mais puisque tout ça, ça fait pour moi 40 ans, euh, dans la réalité, il n'y a pas de cas pareil. En réalité, mais vraiment, il y a pas de cas pareil. De la même façon qu'il n'y a pas deux ADN pareils, il n'y a pas deux empreintes digitales pareilles, et il n'y a pas deux expériences de mort imminente identiques. On trouve. Mais ça, c'est le profil type. C'est le profil type que dresse Kenneth Ring dès le début des années 80, dans un livre qui s'appelle Life After Death et qui va être traduit chez Lafon. Ah, je ne me souviens plus comment s'appelle le premier livre en français. Toujours est-il que voilà, c'est le livre où il décrit ces phases. Et euh, Ring ensuite, alors ensuite, à la fois comme chercheur lui-même et comme responsable de l'IANDS, ben va alors faire toutes sortes de découvertes surprenantes qui vont complètement élargir cette vision.
C'est-à-dire que d'une part, il va se mettre à recevoir des témoignages de gens qui disent, mais moi j'ai vécu exactement ça, alors que je n'ai jamais couru le moindre risque et il y a pas eu... c'était alors c'est dans des circonstances X ou Y, mais ça peut être à la terrasse d'un café ou en faisant l'amour ou en me promenant dans une forêt. J'ai vécu euh, d'une part, et puis d'autre part, il va recevoir le témoignage. Alors je crois me souvenir que ça arrive en particulier d'une école de yoga canadienne qui lui dit, mais ce que vous décrivez dans Life at Death, donc près de la mort, euh, ce que vous décrivez, c'est exactement ce que nous appelons la prise de conscience et le grand éveil cosmique et que nous recherchons, mais que tout le monde n'atteint pas, loin de là. Et alors vous nous dites que sans pratique spirituelle, simplement parce que éventuellement ils ont été renversés par un camion poubelle, des personnes ont vécu tout ça, ça les interpelle. Ça les interpelle beaucoup. Et, euh, et donc, Ring va être amené à se dire qu'en fait, ce qu'il étudie, c'est peut-être pas la mort, enfin, la frontière entre la vie et la mort, c'est tout simplement la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Puisque si on peut vivre tout ça alors qu'on n'a absolument pas risqué de mourir, ou ou alors on l'a juste frôlé. Et là, il va tomber sur les fameuses études du Suisse et qui en fait s'avèrent avoir été, après coup, on peut dire que c'est ce Suisse qui s'appelait Roger Heim. Et Roger Heim, à la fin du 19e siècle, avait fait une étude, alors je ne sais plus ce qu'il était, il était alpiniste, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il était, je ne sais plus, est-ce qu'il était psychiatre? C'est possible. En tous les cas, il avait recueilli des témoignages tout à fait frappants de chutes en montagne. Euh, C'était le... Alors tiens, je crois qu'on retrouve peut-être Zurich. C'est possible qu'on retrouve Zurich, parce que Elisabeth Kubler-Ross, elle est de Zurich. Je me demande si Roger Haim n'était pas de Zurich aussi. En tous les cas, il avait recueilli toutes sortes de témoignages de gens qui étaient tombés en montagne et puis qui avaient eu la chance de ne pas se fracasser les os sur un rocher parce qu'ils avaient été accueillis par un matelas de neige, en général, je crois que c'est ça, ou éventuellement par des arbres. En tous les cas, des gens qui, pendant quelques secondes, qu'est-ce que ça dure une chute en montagne? Ça dure pas plus que quelques secondes. Pendant quelques secondes, s'était vu mourir. C'est sûr, si ça décroche, ça y est, c'est fini, tu es mort. Pendant quelques secondes, s'était vu mourir et avait vécu, elles aussi, les différentes phases décrites par Moody ou par Ring, euh, laissant entendre par là que la conscience, quand elle vit cette expérience, elle sort en quelque sorte du temps, puisque en quelques secondes que dure la chute, et puis c'est même chose pour la personne qui est sur le billard dans un bloc opératoire et qu'on a cru un instant perdre parce que son cœur s'est arrêté, alors ça peut aller jusqu'à... Il y a des arrêts cardiaques qui durent un quart d'heure et plus, mais souvent c'est simplement, là aussi, quelques secondes ou peut-être juste une minute, et pendant ce très court laps de temps, de notre point de vue, eh ben, elles ont, par exemple, il y a une expérience, il y a une partie de l'expérience qui n'est pas une phase de Ring, mais qui est très importante, qui est la revue de vie. La personne dit, puis alors j'ai revu toute ma vie, un peu comme, c'est qui? C'est Michel Piccoli dans la bagnole qui s'envoie, qui est accidenté dans Les choses de la vie de ce film de Sauté, je crois que c'est Sauté, euh, le temps que dure son tonneau en bagnole, c'est quelques secondes aussi.
et il voit toute sa vie. Et eux voient toute leur vie avec ceci de particulier que m'avait raconté le flic que j'évoquais tout à l'heure, le flic de Chicago, et qui consiste à dire, mais c'est incroyable parce que j'ai revu toute ma vie depuis l'enfance, des détails que j'avais complètement oubliés, la couleur d'une trottinette, le goût d'un dessert que m'avait fait ma grand-mère, enfin des trucs qu'on a complètement oubliés. Non, j'ai tout revu, mais ça c'est ce que me disait le flic de Chicago, je l'ai revu en intégrale, c'est-à-dire que j'ai revu ce que j'avais vécu, mais aussi ce qu'avaient vécu les gens de mon entourage ou les gens avec qui j'avais un échange ou avec qui que j'influençais. Et, et ça, alors ça, je ne sais pas si Roger Haim rapporte ça, en tous les cas, cette partie empathique, en quelque sorte, de la revue de vie. Euh, En tous les cas, il y a des revues de vie dans les chutes en montagne de Roger Haim. Et Kenneth Ring, quand il monte son réseau de chercheurs internationaux sur les états de conscience proches de la mort, il tombe sur les études de Haim en Suisse. Et, et donc, euh, et donc, il se dit, voilà, il se dit, en réalité, nous pensons étudier, enfin, nous étudions la frontière entre la vie et la mort, mais ce que nous étudions surtout, c'est la conscience. C'est cette énigmatique dimension que nous appelons conscience et dont il va s'apercevoir au fil de sa carrière, et ça n'a absolument pas changé depuis, euh, dont nous nous apercevons que nous ne savons finalement pas grand-chose. Nous pouvons explorer des états de conscience, mais qu'est-ce que c'est que la conscience? Eh bien, c'est l'énigme après laquelle courent tous ces chercheurs, et nous avec eux. Alors après, Ring, il va s'intéresser à d'autres choses, il va s'intéresser, alors, auxquelles moi, à propos desquelles moi je me suis moins senti concerné, mais qui ont l'air d'être très intéressantes aussi, il s'est intéressé aux abductees, les gens qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres, qui est un autre très, très vaste sujet, qui là aussi rejoint d'une certaine façon Carl Gustav Jung, puisque tu sais que la dernière étude de Jung, qu'il décrit dans son livre Un mythe moderne, c'est qu'il il étudie les soucoupes volantes, ce qu'on appelle à l'époque, on n'utilise plus cette expression à notre époque, mais dans les années 50-60, on parle de soucoupes volantes. Voilà, il y a des soucoupes volantes. Et Carl Gustav Jung se disait, mais voilà, voilà surgissement dans l'inconscient collectif, et puis qui devient conscient, euh, surgissement d'un nouvel archétype ou d'une nouvelle figure symbolique qui est l'extraterrestre. L'extraterrestre, qui n'est pas rien, mais qui, pour Jung, est de l'ordre symbolique. Mais du symbolique comme disait Groff, qui peut vous mordre la jambe. Le problème, c'est qu'à notre époque, on ne sait plus ce que c'est que le symbolique. On ne sait plus ce que c'est que le symbolique parce que le symbolique, on le confond simplement avec la métaphore ou avec le. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Ben, c'est le fait que, je ne sais pas quoi, que les voitures Renault sont symbolisées par un losange. Euh, mais le symbolique, c'est beaucoup plus fort que ça. Le symbolique, c'est peut-être ce qui relie le visible et l'invisible. Et de ce point de vue-là, il faut rajouter une chose, c'est que Kenneth Ring va, va relater dans son deuxième livre. Alors là, je me rappelle la traduction en français, ça s'appelle En route vers Oméga,
qui avait été également publié aux éditions Lafon, c'est que ben, il y a deux choses. Il y a deux choses en fait. C'est que quand, et ça je m'en suis rendu compte, quand tu interviews quelqu'un, quand tu interroges, interview n'est sans doute pas le bon mot parce qu'il faut le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion et d'attention. Mais quand tu interroges quelqu'un qui a vécu une near-death experience, une expérience de mort imminente, en général, en général, elle commence par te dire qu'il n'y a aucun mot, il y a aucun mot pour la décrire. Il y a aucun mot, je ne peux pas utiliser de mots. Et une fois j'ai eu affaire à un psychanalyste qui faisait très attention aux mots qu'il disait et qui avait vécu une EMI et qui, pendant un bon quart d'heure chrono, c'était lui en plus qui avait demandé à me voir après la sortie de La Source Noire, et, et qui me disait simplement, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et, et, et moi, je lui avais dit, moi, je ne sais pas, je sais pas, c'est vous qui avez demandé à me voir. Et il me disait, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et parce que lui, il faisait gaffe. En tant que psychanalyste, il faisait très attention aux mots. Alors que la plupart des gens, et ça, je m'en suis rendu compte, mais alors sans transition, ils commencent par te dire, il n'y a aucun mot qui peut décrire ce que j'ai vécu. Parce que comment vous voulez décrire euh, quelque chose qui va à toute vitesse et qui est complètement immobile à la fois? Et comment vous voulez que je vous décrive le fait que pendant mon expérience, j'ai vu, j'ai vu tous mes disparus, tous mes défunts chers à mon cœur. C'était eux, mais c'était pas vraiment eux. Enfin, c'était plus que eux. C'était plus que eux. Comment voulez-vous que je vous décrive un, un bonheur qui équivaut à 1 milliard d'orgasmes? Euh, Il n'y a pas de mots. Puis là-dessus, sans transition, en général, c'est sans transition, il passe de ce constat à la description d'un formidable voyage. Ils sont sortis de leur corps, ils étaient dans un tunnel, etc. etc. Et, et donc, ce côté ineffable de l'expérience, à la fois ineffable, mais poussé par un besoin de témoigner tellement fort qu'on oublie que c'est ineffable et on le décrit quand même avec des mots, euh, faisait penser à Kenneth Ring et je suis bien d'accord avec lui, qu'on avait affaire à un mythe, mais à un mythe au sens non pas un mythe pour le disqualifier, pour dire ah, c'est des mythologies, c'est des superstitions, etc. Non, non, pas du tout. Un mythe au sens vivant, au sens où les humains ont toujours eu besoin de mythes pour vivre. Pourquoi? Ben, vraisemblablement justement pour décrire ce qui est indescriptible, pour dire ce qui n'est pas dissible. Euh, et donc, Ring m'a amené, moi, à penser que la- l'expérience de mort imminente, qui, à mesure qu'elle a été connue, s'est mise évidemment, à former en même temps un récit collectif. Ce récit collectif, c'est bel et bien un mythe, dans ce sens-là, dans ce sens que c'est une danse collective avec maintenant des figures, des- un timing, des descriptions. J'ai parlé des 5 stades de Ring ou des 16. Et puis plus tard, il y aura Bruce Grayson qui, lui, va introduire plus que Moody. Dans le profil type de Bruce Grayson, je crois qu'il y a 23 étapes qui sont les 23 étapes que l'Université de Liège, au Coma Science Group de l'Université de Liège, où Stephen Loreys et son équipe travaillent sur la NDE, qui vont augmenter encore. Ils vont augmenter de deux, je crois, de 2 critères. Alors, on passe de 23 à 25 ou quelque chose comme ça. Et donc, ce mythe qu'on peut décrire par 25 bouts, 25 facettes, en réalité, eh ben, cherche à décrire quelque chose qui est juste pas descriptible et qui est ineffable et qui est au centre, comme une espèce de trou noir au centre de l'être.
Mais là, on rejoint alors les, on rejoint la mécanique quantique, on rejoint des choses comme ça que d'autres sciences euh, approchent en disant quelque part, on a bien l'impression qu'au cœur de la réalité, il y a de l'indescriptible. Il y a du. Voilà. Et voilà. Et que donc le- Kenneth Ring vit toujours, je crois. Je lui envoie chaque année mes bons vœux d'anniversaire. Je Il lui vit remercie. toujours. Il vit toujours. Et le dernier livre que j'ai reçu de lui, c'était quelque chose d'assez humoristique. Il est resté quelque part le juif de Brooklyn euh, qui fait penser pas à Woody Allen, mais qui pourrait faire penser à. Enfin, il y a plusieurs personnages dont les noms ne me reviennent pas là, mais il est resté drôle et, et je crois que dans le dernier livre, en gros, il aimait les différents souhaits, différents souhaits à propos de sa propre mort qui va arriver, et en disant voilà, de quelle façon il aimerait mourir. Euh, voilà, on pourrait sans doute dire d'autres choses de celui-là, mais c'est en gros ce qui me vient. Alors, pour terminer, question à 5 sous, c'est quoi la source noire? Ah, alors écoute, la source noire, alors ça c'est quelque chose de très, 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 à la fois simple et un peu mystérieux pour moi quand même, c'est que j'étais à Colmar, en Alsace, et je venais de visiter au musée de Colmar, je venais de découvrir et de contempler un tableau du XVe siècle, je crois, de Grunewald, qui s'appelle le Rétable d'Isenheim, qui est un triptyque extraordinaire, qui est le tableau qui décrit, qui peint la crucifixion de Jésus, de Christ, et sa résurrection. La crucifixion est incroyable. Elle est incroyable de modernité et elle, on dirait du Salvador Dali. C'est complètement fou. Ce corps tordu de souffrance sur cette croix. Et la résurrection, elle est éblouissante. J'en ai d'ailleurs des reproductions à plusieurs endroits de ma maison. Et alors, je sors de. Donc, j'étais très frappé par ce rétable d'Isenheim, ce triptyque. Et je sors de là. À l'époque, j'avais commencé à écrire, mais je n'avais pas encore le titre du livre. Et m'arrive comme ça, mais. tu vois, m'arrive la source noire. Euh, pourquoi la source noire? Je vais me l'expliquer après coup, mais bah, la source, parce que c'est la source de tout, c'est la source de vie, c'est la source des inspirations, la source de création, c'est euh, ces expériences, toutes ces expériences, aussi bien celles de Kubler-Ross que celles décrites par Kenneth Ring, c'est le retour à une source. Mais elle est noire parce que comme la couleur noire, qui n'est pas une couleur, mais qui est l'absence de couleur, le blanc, le blanc, c'est toutes les couleurs mélangées. Alors que le noir, parce que si tu regardes une fleur rouge, elle garde toutes les couleurs pour elle et elle te renvoie juste la longueur d'onde du rouge. Si tu vois un objet vert, il garde toutes les couleurs pour lui et il te renvoie le vert. Si tu vois du blanc, c'est que l'objet ne garde rien pour lui et il te renvoie toutes les couleurs. C'est le blanc. Alors que le noir garde toutes les couleurs pour lui. Il garde toutes les couleurs à l'intérieur. Si tu veux savoir de quelle couleur il s'agit, il faut rentrer à l'intérieur. Et si tu veux comprendre quelque chose à la mort, il faut rentrer à l'intérieur. Vu de l'extérieur, c'est du noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Et donc ça, c'est ce que je me suis expliqué après coup, parce que la formule, enfin le titre, il m'est arrivé comme ça, en sortant de ce musée, tac, la source noire. Quand j'ai proposé ça à mon éditeur, qui était à l'époque Grasset, ils l'ont accepté, mais provisoirement, en disant, bon, on signe le contrat avec ce titre, ça sera évidemment pas le titre, parce que
D'abord, ça va repousser les gens, ça ne ça sera pas le titre, mais c'est pas grave. Écris ton livre et puis on trouvera bien le titre après. Et ils ont été bien infichus, enfin nous avons été bien infichus de trouver un autre titre. Il s'était imposé à moi et il s'est imposé à l'éditeur. Et Grasset, c'est quand même pas le plus mauvais des éditeurs. Il n'y a rien eu à faire. Ils l'ont pris comme titre en tremblant de peur, en disant ça va jamais marcher. Et ça a été fou. Ça a été fou parce que tous les médias, tout, même, il y a eu un phénomène. Je pense que j'ai surfé sans le savoir sur un phénomène qui était collectif. Parce qu'à la même époque, Bernard Martineau faisait sa grande série Voyage au bout de la vie, 4 fois 1 heure en prime time, vendredi soir, sur la première chaîne de télévision française. Il fallait le faire. Et c'était exactement les mêmes thèmes. Et au même moment, Marie de Henzel avait convaincu François Mitterrand d'inaugurer la première unité de soins palliatifs boulevard Jourdan à Paris. Et donc, il y a eu un phénomène collectif, je pense, auquel j'ai participé sans me rendre compte. Euh, mais c'est souvent comme ça, je crois, les phénomènes collectifs. Et donc, voilà, la source noire, non seulement n'a pas été considérée comme rébarbative, mais j'ai eu droit à, c'était fou, j'ai eu droit à toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux, même Le Monde, même le journal Le Monde, quand même journal sérieux. Je- euh, L'article de Roland Jacquard, c'était se terminer par précipitez-vous sur ce livre. Enfin, c'était quoi ça pourquoi j'avais eu droit à ça je ne l'ai compris que très partiellement. Alors, un- une cousine qui elle-même a vécu une EMI et qui est depuis devenue médium m'a dit que ma grand-mère m'avait beaucoup aidé. Alors, ma grand-mère, ma grand-mère, elle est malheureusement morte jeune, à 50 ans, dans un accident d'auto, ma grand-mère paternelle. Quand, quand moi j'avais, elle est morte quand j'avais 3 ans. Et là où j'ai été quand même, alors je sais pas, c'était peut-être, enfin si, je peux le dire, là où j'ai été quand même frappé quand cette cousine m'a dit que j'avais pas revu depuis des années, et qu'elle me dit, j'ai lu ton livre, c'est formidable, tu sais que j'ai vécu ça moi-même. Et alors, je- j'ai, donc je suis sorti de mon corps, j'ai été dans la lumière, etc. J'ai retrouvé ma marraine, bon, qui était, tu sais pas qui était ma marraine, non? Ben, c'était ta grand-mère. Et elle est très contente du boulot que vous avez fait ensemble. Alors, j'étais un peu interloqué, mais j'étais d'autant plus interloqué que pendant tout le temps où j'ai écrit La Source Noire, c'est-à-dire de 1984-1985, mon père ne vivait plus à ce moment-là, mais jusqu'ainsi, quand j'avais commencé l'enquête, mon père vivait encore et je lui avais demandé une photo de sa mère. Et papa m'avait envoyé une toute petite photo, comme il y avait à l'époque, une toute petite photo où on voit ma grand-mère qui me tient par la main. Donc, elle vit encore, donc à l'époque, elle a 49 ans. Elle a 49 ans, moi j'en ai deux. Elle me tient par la main. Et cette photo, je l'avais épinglée au mur, parce que je travaillais face à un mur où j'épinglais plein de trucs, et j'avais épinglé la photo de ma grand-mère me tenant par la main, juste en face de moi. Et j'ai écrit tout mon livre avec ça. Et ma cousine qui me dit, bah, tu sais, elle t'a aidé. Elle t'a aidé. Alors, donc, merci beaucoup. Mais ça me fait penser à Romuald Le Terrier qui raconte que quelqu'un a fait un rêve de sa maman qui est décédée. Et alors que lui est en train d'écrire son bouquin Assomption, cette dame lui rapporte que la mère qu'elle a vue donc pendant cette espèce de rêve lui a dit oui, oui, ça va bien, mais je suis très occupée, je suis en train d'écrire un livre. Or, bon, on sait que Romuald écrit sur sa mère et tout son parcours avec sa mère, et donc c'est au moment où il écrit ce bouquin, donc ça me fait penser à ça. J'ai fait la préface de son Oui, livre. oui, je sais.
Donc, oui, 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 oui. Alors là, ça sort de tout. Je ne sais pas comment interpréter ça, mais je le livre tout cru, comme ça. Eh bien, on va te revoir sur cette chaîne, c'est évident. Tu vas d'ailleurs publier prochainement, enfin en 2025, un nouvel ouvrage, donc on te retrouvera pour cet opus. Mais avec grand plaisir, Evelyne. Avec grand plaisir, et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup à toi, Patrice, et à bientôt alors sur Résilience Psy À bientôt sur Résilience Psy ou ailleurs. ou ailleurs. Vous avez aimé cet épisode? Pensez à le partager, à le commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.